Monsieur le Premier ministre, bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici à la primature et surtout merci d'avoir accepté de vous adresser aux internautes du Mali et à ceux de la diaspora à travers notre site malijet.com. Monsieur le Premier ministre, vous venez de passer le cap des 100 jours à la tête du gouvernement malien. Quel bilan en tirez-vous? Aujourd'hui, je pense que 100 jours, c'est largement insuffisant pour espérer faire un bilan. Mais qu'à cela ne tienne, quelquefois, ça peut être utile de répondre à certaines questions pour recadrer, fixer le cap, faire un point de situation pour mieux se projeter. Pendant ces 100 jours, nous avons eu l'occasion de poser un certain nombre d'actes. Je pense que nous pourrons avoir l'occasion d'en parler, mais moi j'estime que le temps du bilan n'est pas vraiment arrivé. Nous aurons d'autres occasions de faire le bilan. Est-ce que vous pouvez nous citer vos 3 réalisations, vos 3 réussites majeures? Je pense personnellement que le renforcement des institutions, le renforcement de la démocratie, qui aujourd'hui sont des réalités incontournables dans notre pays et de plus en plus, est un élément majeur qu'il faut signaler. Depuis que nous sommes arrivés, la déclaration de politique générale, des relations avec les institutions qui sont des relations fonctionnelles, normales, chaque institution est traitée comme indispensable à la démocratie malienne, avec tous les égards. Nous avons même eu droit à une motion de censure qui est un exercice démocratique qui approfondit la démocratie. Donc je pense que l'approfondissement de la démocratie, le renforcement des institutions est un élément important. Le second élément, à mon avis aussi, c'est l'amorce de changement dans la gouvernance. Nous avons d'abord un État qui est beaucoup plus accessible, qui est beaucoup plus proche des populations. Nous sommes sur le terrain, le président de la République l'a demandé, mais nous n'allons pas faire du tourisme sur le terrain. Nous allons écouter, nous allons résoudre les problèmes que les Maliens rencontrent sur le terrain. Des problèmes fonciers, des problèmes de champs de culture, des problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité. Là, nous avons, je pense, marqué un certain nombre d'étapes majeures. Et rapidement aussi, si je dois parler de quelque chose, c'est l'amorce du processus de paix. Aujourd'hui, les Maliens sont réunis en Algérie. Les pourparlers commencent. Nous espérons que ces pourparlers pourront s'achever sur un accord global inclusif qui pourrait maintenant mettre définitivement derrière nous la crise au nord, en tout cas la crise entre les Maliens. Ce sont 3 éléments majeurs auxquels je pense quand on me dit est-ce qu'il y a des réalisations importantes. Ce ne sont pas des réalisations sous forme de bâtiments à construire ou d'infrastructures à établir, mais renforcer la démocratie est au moins aussi important que de bâtir des infrastructures. Et Monsieur le Premier ministre, quels seraient vos 3 principaux points d'insatisfaction s'il y en a? Ah oui, ça, il y a quelques points d'insatisfaction. Le premier point, c'est le fait que nous n'ayons pas pu véritablement engager une politique de relance économique. Mais nous avons eu des difficultés dès le démarrage avec les problèmes que vous connaissez avec le Fonds monétaire international qui sont en cours actuellement et nous espérons en sortir courant dernier trimestre de l'année 2014. Donc les ressources qui ne sont pas à hauteur de souhait nous empêchent véritablement de rembourser la dette intérieure comme on le souhaite, d'engager des mesures d'allègement des charges ici ou là, des mesures de soutien ici ou là qui pourront amorcer la reprise économique ou en tout cas renforcer la reprise économique. Je pense que ça c'est un élément. Le second élément qui est lié au premier, qui est un élément d'insatisfaction, c'est des actions décisives sur le coût de la vie et sur les pouvoirs d'achat. Le pouvoir d'achat en termes de rémunération des salariés, nous avons fait des efforts. Vous avez une augmentation de salaire de 11 milliards qui a été accordée à certaines catégories de fonctionnaires, mais nous aurions aimé faire plus. Je pense que ça aussi c'est un élément, je pense, qui peut être un élément d'insatisfaction, mais nous espérons que dans les mois à venir, dès lors que nous serons dans une situation financière à peu près acceptable, on puisse relancer durablement l'économie. Le troisième point d'insatisfaction, ça c'est un peu des actions qu'on n'a pas pu mener par rapport à l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est tellement
une réalité, où le problème de chômage des jeunes est tellement une réalité dans notre pays, qu'il nous faut tous les jours poser des actes en la matière. Je pense que là aussi, nous n'avons pas pu mettre en œuvre un certain nombre de projets, mais nous aurons l'occasion de nous rattraper, j'en suis persuadé, dans les mois à venir. Monsieur le Premier ministre, depuis le 17 mai, la situation sécuritaire s'est dégradée au nord avec la perte de plusieurs acquis pour l'État malien et l'occupation de plusieurs villes par les rebelles. Est-ce que cette situation est préoccupante? Toute situation d'insécurité est préoccupante, puisque ce sont des forains qui sont attaqués pour être dépouillés de leurs biens, ce sont des paisibles villageois qui sont attaqués pour ramener leur bétail, ce sont quelque part des villes moyennes qui sont attaquées où des populations perdent leurs biens, ce sont des poses de mines sur les voies de circulation. C'est clair que l'insécurité est quelque chose de condamnable, de regrettable. Mais en la matière, comme je l'ai dit, je préfère toujours voir l'espoir que la situation actuelle crée. Puisque depuis quelques mois, nous avons eu, avec notre visite à Kidal, qui s'est illustrée ou qui a eu comme conséquence des destructions, mais qui a eu aussi comme conséquence un électrochoc sur le processus de paix. Je préfère tabler sur cela et faire en sorte que ce processus de paix nous ramène rapidement dans un cadre où nous verrons les groupes armés cantonnés, l'armée malienne et les forces de sécurité occuper les villes, le territoire, avec l'aide de l'aménagement et des troupes françaises d'autre part, et donc nous permettre de recouvrer assez rapidement la sécurité qui va nous permettre de nous projeter sur les étapes de développement. C'est une situation préoccupante, mais c'est une situation qui ne durera pas longtemps, Inch'Allah. Vous l'avez dit tout à l'heure, depuis le 16 juillet, des pourparlers sont engagés entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord à Alger. Monsieur le Premier ministre, nous savons que les Maliens suivent de très près le déroulement de ces négociations. Et nous percevons dans les commentaires sur malidiat.com et sur les réseaux sociaux que beaucoup sont inquiets. Aussi, nombreux sont ceux qui pensent que, après les événements de Kidal, le Mali entame ses négociations dans une certaine position de faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais les rassurer. Nous n'entamons pas du tout les négociations dans une position de faiblesse. Parce que aujourd'hui, la position des forces armées de sécurité maliennes, c'est une position de respect des accords de Ouagadougou. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas, de la défaite. Nous pourrons, si nous le décidons, récupérer des villes, repousser les forces rebelles jusqu'à un certain niveau. Nous pourrons le faire. Mais nous avons décidé de ne pas engager de campagne militaire pour rester dans le respect du cessez-le-feu. Ce n'est pas le cas des groupes armés, nous le déplorons, nous l'avons dit, et ça a été acté. Les négociations n'ont rien à voir avec la position sur le terrain. C'est-à-dire, même si l'armée s'était repliée à Bamako, toute la planète a reconnu l'intégrité du territoire national. Tout le monde a reconnu la nécessité que l'État malien, légitime, dirigé par des autorités reconnues internationalement, occupe l'ensemble du territoire. C'est dans tous les accords, c'est dans toutes les résolutions. Et tout le monde est d'accord pour que la République malienne soit une république laïque. Cela est non négociable. Dès lors que cela est non négociable, qu'un tel soit à Tombouctou, Gao, Ségou ou ailleurs, n'a strictement aucune importance. Il va devoir, s'il s'inscrit dans le cadre de la paix, il va devoir replier et se cantonner à sa base. C'est pourquoi les gens épiloguent. Ce n'est pas des positions acquises sur le terrain qui vont se traduire par des avancées en termes de positions issues des dialogues. Le dialogue est un processus que nous engageons avec l'ensemble des Maliens qui s'inscrivent dans le cadre du processus de paix. Les groupes armés MNLA, HCUA, les groupes armés MAA, les autres groupes armés, l'ensemble des ressortissants du Nord à travers leurs représentants légitimes, puisque cela aussi est reconnu par toutes les résolutions et par les différents accords de cessez-le-feu ou les accords de Ouagadougou qui ont été conclus. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être ni en position de faiblesse ou en position de force, il s'agit tous ensemble de définir un nouvel ordre sécuritaire, politique, économique,
de développement sur cette partie de notre territoire qui va englober tout le monde, en tout cas tous ceux qui s'inscrivent dans le cadre d'un Mali uni, indivisible, républicaine, démocratique, laïque. Je pense qu'il s'agit de ça. Ces discussions sont à mettre à part par rapport aux précédentes discussions. Les précédents accords, c'était entre groupes armés et gouvernement, et dans un cadre qui s'apparentait un peu à de la négociation ou du marchandage. Ici, il ne s'agit pas de négocier ou de marchander quelque chose que ce soit. Il s'agit de définir ensemble un nouvel ordre. Parce que les groupes armés ne sont pas les seuls sur le territoire. Il y a d'autres groupes armés qui revendiquent leur appartenance au Mali, qui ne sont même pas l'armée malienne. Mais vous avez aussi les terroristes, les narcotrafiquants, qui sont aussi des groupes armés qui ne s'inscrivent pas dans le processus de paix qu'il va falloir combattre. Donc la donne est radicalement différente par rapport au passé, où on avait un face-à-face. Aujourd'hui, il n'y a pas de face-à-face. Il s'agit ensemble pour les Maliens de se donner la main, en tout cas tous ceux qui s'inscrivent dans un Mali un et indivisible, pour bâtir un ordre politique, économique, institutionnel, sécuritaire, qui va garantir la quiétude sur cette partie de notre territoire. Donc nous, on a un autre angle d'approche, c'est ce que les représentants du gouvernement sont en train de faire, et Inch'Allah, nous allons y arriver. Merci. Quelles concessions le gouvernement malien est-il prêt à faire à ces rebelles? Ben voilà. C'est la même chose. Il ne s'agit pas de concéder quelque chose. Ou du moins, il s'agit d'organiser l'État de telle sorte qu'on puisse permettre à toutes les diversités de notre pays de s'exprimer. Donc il s'agit de faire en sorte que les régions, les communes aient beaucoup plus de pouvoir que par le passé, aient beaucoup plus de moyens que par le passé, des moyens matériels, des moyens humains, des moyens financiers. Mais j'insiste beaucoup sur les moyens humains. Les gens pensent que la décentralisation, c'est une question de ressources financières à donner à une commune pour pouvoir développer. La ressource humaine est plus importante que la ressource financière. L'État a beaucoup de ressources humaines que l'État doit mettre à la disposition des collectivités. Ça fait des compétences, ça fait des capacités pour les permettre de développer leur espace. Donc il s'agit de réorganiser l'État pour que les collectivités territoriales puissent être plus fonctionnelles. Il s'agit aussi de faire en sorte que notre armée puisse occuper l'ensemble des positions nécessaires pour garantir la paix et la sécurité. Que nos forces de sécurité puissent aussi occuper toutes les positions nécessaires dans les villes et aux abords des villes pour garantir la paix et la sécurité. J'insiste encore une fois, ce n'est pas un marchandage. C'est pour une fois définir un nouvel ordre politique, économique, institutionnel, social qui puisse permettre à nos frères et à nos sœurs de ces espaces de pouvoir travailler à les développer comme ils entendent le faire et de permettre à nos frères et à nos sœurs de cet espace de venir nous aider à combattre le terrorisme, à combattre le narcotrafic pour que eux-mêmes et leurs parents puissent vivre en paix et que l'ensemble du Mali puisse vivre en paix. Donc c'est vraiment cette approche-là que nous voulons présenter et aujourd'hui c'est ce qui anime la feuille de route qui a été soutenue par le gouvernement, préparée par le haut représentant du président de la République au dialogue intermalien inclusif. Et c'est dans cette direction que nous entendons nous situer. Parce que c'est seule cette direction qui peut garantir la paix définitive et durable. Si on va dans le cadre d'un marchandage, moi je vais vous donner ça, vous allez donner ça, dans 10 ans on va se retrouver dans la même situation. Les groupes armés doivent comprendre qu'ils ne sont plus les seuls acteurs de terrain. Ils ne sont plus les seuls acteurs armés et encore moins les seuls acteurs de terrain. Donc il va falloir qu'ils acceptent de travailler avec le gouvernement, mais aussi avec l'ensemble des composantes de cette société variée et plurielle du nord de notre pays pour établir cet ordre politique et institutionnel ensemble. Nous allons y arriver, nous sommes optimistes. Certaines organisations de population du Nord, notamment le Coren, ne sont pas invitées autour de la table à Alger. Dans ces conditions, le dialogue serait-il vraiment inclusif? Ben voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais le Coren n'est pas organisé pour participer au dialogue. Le Coren, c'est le collectif des ressortissants du Nord qui vivent à Bamako. Sous-entendu, parce que ce sont les cadres, les responsables du Nord qui vivent à Bamako et qui travaillent pour que le Nord puisse être vraiment alimenté, que le Nord puisse être développé, et ainsi de suite. Mais vous avez des ressortissants du Nord qui vivent au Nord, des légitimités traditionnelles, des chefs de tribus, des leaders religieux,
qui sont aussi représentatifs de communautés, en plus des cadres, de responsables. Donc, nous avons travaillé à définir le niveau de représentativité des acteurs pour arriver à identifier ceux qui sont véritablement représentatifs. Et la représentativité n'a souvent rien à voir avec le rang que la personne a occupé au niveau national. La représentativité n'a souvent rien à voir avec les moyens financiers de la personne ou l'autorité morale de la personne. La représentativité est un peu complexe. Nous sommes en train de travailler à cela et nous avons déjà identifié un certain nombre de ressortissants de Tombouctou, de Gao, de Kidal, qui, le moment opportun, dès acceptation par les groupes armés et les différents médiateurs et facilitateurs, qu'on puisse les envoyer aussi en Algérie afin de compléter le dispositif. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de pourparlers, il n'y aura pas de discussion pérenne, efficace, sans les représentants légitimes des communautés et de toutes les communautés du Nord. Et là aussi, ça va changer par rapport au passé. Le passé, c'était un tête-à-tête stérile. Aujourd'hui, nous ne voulons plus de tête-à-tête. Nous voulons que tout le monde se rassemble autour d'une table représentative, qu'il soit armé ou non, avec le gouvernement, et qu'on travaille ensemble à définir un ordre, un système, un dispositif qui va garantir à jamais la paix et la prospérité sur cette partie de notre territoire et sur le reste du territoire d'ailleurs. Récemment, vous auriez affirmé dans un entretien publié par un confrère que l'État va réintégrer les rebelles dans les forces armées de sécurité pour aider le Mali à combattre le terrorisme. Confirmez-vous cela? Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que nous estimons que les groupes armés font partie intégrante du Mali, qui sont maliens comme les autres, et qu'on dit on les accepte autour d'une table, parler avec nous pour définir un ordre sécuritaire, un ordre politique, c'est que nous les intégrons dans un jeu où ils vont jouer un rôle sur le plan institutionnel, où ils vont jouer un rôle évidemment sur le plan sécuritaire. Après, le diable est dans le détail, comme on dit. Est-ce que quand on décide de prendre certains éléments des groupes armés, on va prendre ceux qui ont déserté de l'armée, on ne va pas prendre ceux qui ont déserté de l'armée, on va prendre ceux de telle catégorie. Ce sont les discussions qui vont les faire sortir. Mais le principe de travailler avec eux au sein des forces armées de sécurité pour établir la paix et la sécurité sur cet espace, qui est aussi leur espace, en plus d'être l'espace de tous les Maliens, c'est une évidence. Tous les accords par le passé ont entraîné l'intégration d'éléments des groupes armés dans les forces armées de sécurité. Maintenant, c'est le détail qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui va être fait dans chaque catégorie. Et là, les négociations, les discussions, les pourparlers permettront de définir les contours de cela. Donc, c'est une évidence. Alors, Monsieur le Premier ministre, le 16 juillet dernier, un accord militaire a été signé avec la France, appelé traité de coopération en matière de défense. Les Maliens ignorent encore le contenu de ce traité. Peut-on savoir les grandes lignes là? Les Maliens vont avoir le contenu puisque cet accord va être déposé à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Inch'Allah. On va le déposer, le Parlement et la représentation nationale. Et nous aurons sans doute l'occasion de parler au niveau de colloques, de rencontres, de conférences, débats, pour que nul n'en ignore. Ce n'est pas un accord secret. C'est un accord de coopération en matière de défense. Cet accord a deux motivations principales. La première motivation, c'est d'actualiser le précédent accord avec la France qui date de 1985. Parce que nous avons un accord avec la France depuis 1985 qui gouverne les relations militaires de coopération avec la France pendant 30 ans. Cet accord est dépassé, logiquement, puisque le contexte a changé. Donc, actualisons ce contexte pour permettre de définir les règles de base, le contenu en matière de coopération en termes de formation, de séjour des militaires maliens en France pour des stages et des formations de longue durée, de séjour de coopérants français ici. Comme ça a toujours été le cas pour encadrer nos unités, les former, et ainsi de suite. La seconde motivation de l'accord, c'est de donner un cadre juridique à l'opération anciennement Serval, aujourd'hui Barkhane, c'est-à-dire l'intervention de forces armées françaises sur notre territoire. Donc donner un cadre juridique
pour que la coopération entre ces forces et les forces armées maliennes dispose d'un cadre juridique. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a un dégât? Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des destructions? Il faut prévoir tous ces cas de figure afin que les responsabilités et autres puissent être correctement encadrées, définies pour être mises en œuvre. Donc c'est un document dont l'objectif est de donner un contenu à quelque chose qui existe, donner un cadre à quelque chose qui existe, actualiser ce cadre et l'adapter à l'évolution du contexte. Alors, concomitamment à cette signature, le président français effectue une tournée en Afrique ici, où il a procédé au lancement, je crois qu'aujourd'hui, de l'opération Barkhane au Tchad, sans passer par le Mali. Est-ce que cela est normal, vous pensez? Le président français est déjà venu 2 fois au Mali en 1 an. 2 fois. Et je pense que c'est quelque chose de remarquable. Nous avons les meilleurs rapports avec la France. Nous n'estimons pas du tout que le fait que le président français aille en Côte d'Ivoire ou au Niger ou ailleurs soit un signe de défiance vis-à-vis du Mali. Nous avons plus d'1 millier de soldats français sur notre territoire en train de travailler à la lutte contre le terrorisme. C'est nous qui sommes d'abord concernés par cette lutte contre le terrorisme parce que c'est notre territoire. Donc les Français sont des amis. La France est une nation amie. Et cette amitié ne date pas d'aujourd'hui. Nous travaillons toujours à ce que cette amitié soit profitable pour nos 2 pays. Donc il ne s'agit pas d'opposer un pays par rapport à un autre. Nous avons tous à gagner à avoir les meilleurs rapports avec la France, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, les relations sont depuis quelques semaines tendues entre le Mali et les principaux bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale, Union européenne, qui ont suspendu leurs aides ou une partie de leurs aides au Mali. Cela risque de compromettre l'équilibre des finances publiques pour les prochains mois. Est-ce qu'on peut savoir quelle est votre explication là-dessus? Vous avez eu déjà suffisamment d'explications sur cette question. D'abord, vous avez bien fait de corriger. Ces bailleurs de fonds n'ont pas suspendu leurs aides. Ils ont suspendu ce qu'ils appellent l'aide budgétaire globale, c'est-à-dire les ressources qu'ils donnent pour soutenir le budget malien. Mais l'aide budgétaire sectorielle pour des projets continue. Il y a 2 semaines, la Banque mondiale a approuvé 63 millions de dollars pour l'emploi des jeunes. Et d'autres projets sont en ligne de mire. L'Union européenne continue à nous assister sur la décentralisation, sur les infrastructures. Donc l'aide projet continue, l'aide sectorielle continue. C'est l'aide budgétaire globale qui attend que le Mali, avec le Fonds monétaire international, signe ce qu'ils appellent une lettre de confort pour dire, bon, tel que les choses se passent aujourd'hui, ça devrait aller. Nous espérons qu'au mois de septembre prochain, à partir de mi-septembre à peu près, le Fonds monétaire sera là, que les choses s'arrangeront. Ce sont les questions que le Fonds monétaire se pose et nous pose par rapport à un certain nombre d'opérations. Et ce sont des réponses que nous donnons régulièrement par rapport à ces opérations. Nous espérons finaliser cela. Le Fonds lui-même a reconnu que lors de sa visite de septembre, si les choses se passent bien, et nous sommes persuadés que ça se passera bien, que non seulement les décaissements de juin, mais aussi les décaissements de septembre interviendront. On préfère les croire et nous situer dans cette perspective-là. Merci, Monsieur le Premier ministre. La question du chef de la majorité présidentielle s'est invitée dans les débats politiques après l'échec de la motion de censure de l'opposition contre vous il y a quelques semaines. Le RPM réclame le poste alors qu'il est normalement échu au chef du gouvernement que vous êtes. Pire, certains leaders du parti présidentiel réclameraient votre départ de la primature. Vous avez bien dit réclamerait. Ça, j'aime bien. Mais visiblement, vous continuez à bénéficier de l'aide, de l'appui et de la confiance du président Ibeka. Mais au fond, est-ce que cette situation vous préoccupe, Monsieur le Premier ministre? Pas le moins du monde, parce que vous avez dit l'essentiel. Moi, je n'ai pas de légitimité. Ma légitimité est ce que le chef de l'État me délègue comme responsabilité. C'est lui qui est élu. Et donc, la confiance est totale entre nous. La collaboration est absolue. Il ne saurait en être autrement d'ailleurs. Le président me fait confiance, je lui fais confiance. Je travaille sous sa responsabilité et ses directives et c'est tant mieux. Ça se passe très bien. Maintenant, la majorité présidentielle fonctionne quand c'est nécessaire. Vous avez vu lors des débats sur la motion de censure, sur la déclaration de politique générale,
On a eu plusieurs occasions au niveau du Parlement pour faire voir que la majorité est ensemble. Cela étant dit, la formalisation de la majorité présidentielle pose des difficultés. C'est normal, c'est bien la première fois dans l'histoire démocratique de notre pays qu'on engage un exercice de ce type. Par le passé, la majorité a toujours fonctionné. Bon, on y va, main dans la main, mais on n'a pas vraiment de cadre juridique pour encadrer. Nous avons voulu mettre en place le cadre juridique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est normal que le Premier ministre soit le chef de la majorité. C'est une conception. Ce n'est pas des textes qui le consacrent, c'est une conception. Vous avez dit aussi que le RPM réclame, en tant que parti le plus important de la majorité de loin, la direction de la majorité. Ça peut aussi être une conception. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble pour parler et qu'on s'entende régulièrement sur ce qui va former le socle de la majorité. Moi, je ne peux pas concevoir une majorité présidentielle sans le RPM. Et en même temps, la majorité présidentielle a besoin de tous les partis, que les partis soient représentés à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Donc, il faut trouver la bonne formule pour arriver à contenter les uns et les autres. Je peux vous assurer qu'on y arrivera, parce que je n'ai pas d'autre prétention que de former un ensemble homogène avec cette majorité, mue par le même objectif, qui est de réaliser le projet présidentiel soutenu par la majorité des Maliens l'année dernière. Très bien. Vous avez été nommé par le président à un moment déterminant de l'histoire de notre pays. Vos qualités d'homme travailleur, intègre et sérieux, associées à votre jeunesse, ont certainement contribué à orienter le choix du président de la République sur votre personne. C'était un bon choix? Je pense qu'il faut poser la question au président de la République. Vous me demandez de me juger. Je viens de passer quelques minutes à vous expliquer en quoi cette action, à défaut d'être une action à retombée concrète, immédiate, est une action qui sème de bonnes graines pour l'avenir. Donc je suis persuadé qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Nous avons besoin de stabilité politique, institutionnelle, sécuritaire. Nous avons besoin de stabilité financière pour nous permettre de nous occuper des véritables problèmes de notre pays. Cela ne nous a pas empêchés de prendre des mesures ici ou là pour atténuer la souffrance des Maliens. Pendant ce Ramadan, nous avons subventionné le prix de la viande. Nous avons travaillé pour que l'huile, le sucre, le lait soient maintenus à des prix inférieurs au prix de l'année dernière. Nous avons travaillé pour que le pèlerinage soit moins cher que l'année dernière. Nous avons posé des actes. Nous continuerons à en poser. Nous sommes en train d'aller dans la bonne direction, celle de faire en sorte que le chef de l'État réalise ce qu'il a promis aux Maliens et qui lui a valu leur suffrage l'année dernière. En tout cas, votre arrivée à la tête du gouvernement a été largement saluée et vue comme signe de changement, comme le nom de votre parti, Yelema, avec beaucoup d'espoir pour des millions de Maliennes et de Maliens, au regard de la situation critique que le pays traverse depuis 2012. Maintenant que vous êtes aux affaires, avec le recul, que pensez-vous de l'avenir de ce pays aujourd'hui? Un avenir, à mon avis, radieux, si nous préservons ce qui fait notre particularité. Le Mali est l'un des rares pays en Afrique, peut-être au monde, où chacun est chez soi, où l'étranger est le bienvenu et où on ne distingue pas les hommes par rapport à leur couleur, leur croyance, leur sexe ou autre chose. C'est un pays à humanisme profond. Et cette humanité-là, elle est beaucoup plus importante que le pétrole et le gaz. Quelqu'un me disait ce matin que moi je préfère avoir le peu que j'ai, manger dans la quiétude, dormir dans la quiétude, plutôt que d'avoir des milliards et ne pas savoir si je ne vais pas mourir demain ou après-demain, et être dans une situation d'incertitude totale. Nous étions le pays où il n'y avait que la paix, l'entente, la cordialité, l'harmonie, la sécurité évidemment. Et donc, il faut que nous retrouvions cela. Nous ne pouvons pas retrouver cela si on n'établit pas la paix définitive sur le territoire, si on ne réconcilie pas les Maliens pour engager de nouveau un nouveau pacte social afin que notre nation puisse en sortir grandie. Donc moi, je suis persuadé que l'avenir de notre pays est radieux parce que le fond de notre pays, qui fait sa particularité, est le meilleur. C'est ce qui fait que ce pays tient là où d'autres dégringolent. On a des chocs
important que nous avons subi depuis quelques années. Mais il tient le pays. Et il tient et il bénéficie de la sollicitude de la communauté internationale. C'est suffisamment rare pour être signalé. Donc j'ai confiance et nous allons travailler à ce que cette confiance soit davantage renforcée et irradie l'ensemble du corps social et l'ensemble du leadership. Depuis votre arrivée au pouvoir, les Maliens apprécient votre accessibilité et votre proximité avec le peuple. On vous sent à l'écoute des citoyens, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs au début de cet entretien. Est-ce que c'est aussi cela le style de gouvernance Mara? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas d'autre raison d'être là que de satisfaire les Maliens. Et on ne peut pas satisfaire les Maliens si on n'est pas accessible. C'est ce qui fait que régulièrement nous allons sur le terrain pour écouter, mais ici nous recevons au bureau, nous recevons à la maison des centaines de Maliens par semaine pour les écouter, essayer de régler leurs problèmes au quotidien. Donc démontrer que l'État, aussi haut qu'il puisse être perché, il a toujours conscience que les plus faibles souffrent. Et donc aller à la rencontre des plus faibles pour les aider et les satisfaire. Cette gouvernance, je l'ai prônée, je l'ai écrite, je l'ai pratiquée à la mairie, je l'ai pratiquée au ministère de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville et je continue à la pratiquer. Et je continue à faire en sorte que tous les membres du gouvernement, je dirais même tous les leaders de notre pays puissent la pratiquer. Parce que ça aussi, ça conditionnera le salut de l'État malien et le salut du Mali. Très bien. Et votre mot de la fin à l'adresse de nos internautes, Monsieur le Premier ministre? C'est de leur donner rendez-vous bientôt de nouveau, après quelques mois d'action, pour faire un autre point. Mais leur dire que 100 jours que nous avons passés, comme vous le dites si bien, nous l'avons passé sur les braises ardentes de l'actualité, des difficultés. Mais nous avons tenu bon. Nous avons tenu la barre sous l'égide du chef de l'État. Faire en sorte que l'État puisse fonctionner, puisse être à peu près stable, c'est une performance. Ce n'est pas visible. Mais qu'il sache que notre préoccupation quotidienne, c'est de faire que l'État malien puisse continuer, se développer, satisfaire les citoyens. Nous allons nous battre dans cette perspective sous la responsabilité du président et nous réussirons, Inch'Allah. Merci encore une fois et bon vent à Malijet. Merci, Monsieur le Premier ministre.